première question, est-ce qu'elle serait si historique que cela, cette réforme du travail? Est-ce qu'elle serait susceptible de faire baisser le chômage, qui, je le rappelle, est en France entre 8 et 10% depuis le milieu des années 80. Là, c'est 10% en ce moment, et ça n'est pas descendu en dessous de 7% depuis 1983. Alors, historique, en bien comme en mal d'ailleurs, selon vos avis. En tout cas, je pense qu'il y a des éléments dans cette loi, comme ce que j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont des pas dans la bonne direction. En fait, si vous voulez, on devient une économie d'innovation maintenant. Avant, on était une économie d'imitation. L'innovation, c'est sans arrêt le remplacement d'anciennes activités par de nouvelles activités. On ne passe plus toute sa vie dans la même entreprise, dans le même secteur. On passe d'un emploi à un autre, d'un secteur à un autre. Donc il faut adapter le marché du travail aux réalités d'une économie de l'innovation. Beaucoup de pays le font. On est un des rares pays qui ne l'avons pas encore fait. Et c'est le modèle danois. Les Danois ont montré la voie. C'est la flexi-sécurité, c'est-à-dire à la fois plus de flexibilité des entreprises à l'embauche et au licenciement, mais en même temps des droits accrus pour les travailleurs, à un revenu décent s'ils cherchent un travail ou se requalifient, et à une bonne formation professionnelle. Et ça manque chez nous. Nous n'avons pas la bonne formation professionnelle. Nous n'avons pas les allocations généreuses pour les travailleurs qui cherchent un emploi et se requalifient. Donc là, la loi est incomplète. Il y a un élément de flexibilité, comme j'ai mentionné, mais ce qui manque, c'est des éléments de sécurité, formation professionnelle, allocation généreuse. Si on avait cet ensemble-là, on se rapprocherait du modèle danois, qui est quand même un des pays le moins inégalitaire au monde, le plus socialement avancé. Je pense que Dominique ne me contredira pas. Et on peut donc réconcilier innovation et avancée sociale, et faire de l'innovation un facteur de mobilité sociale. Dominique Méda. Mais si elle est historique, cette loi, c'est parce que je crois, je n'ai pas fait une étude très poussée, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que la gauche soutient ce genre de mesures. Je prends juste deux exemples. Le plafonnement des indemnités prud'homales, ça veut dire que quand un licenciement est abusif, donc vous avez été licencié à tort, c'était pas normal, c'était pas bien. Eh bien, le juge, comme on a peur qu'il fasse des bêtises, on n'a aucune confiance en lui, il n'y connaît rien de toute façon. Alors le juge, on va lui dire qu'il a un barème qu'il doit suivre. Et donc si vous aviez 20 années d'ancienneté, vous aurez droit à 15 mois de salaire d'indemnité. Donc ça, c'est quand même extrêmement gênant, puisque ça veut dire tout simplement que votre préjudice ne sera pas réparé intégralement. C'est quand même la première fois qu'on voit ça à gauche, plus ce qu'a dit mon voisin qui est extrêmement important. C'est-à-dire que maintenant, alors même que les entreprises transnationales font des dégâts monstrueux dans nos territoires, elles mettent les différents territoires, les différentes régions du monde en compétition les unes avec les autres, elles décident, tiens, aujourd'hui, je ne veux plus être en France, Goodyear, Goodyear Continental, je ne veux plus rester en France, j'ai plutôt envie de partir en Roumanie parce que c'est moins cher, donc j'organise en gros le déclin, le dépérissement de mon entreprise française, et puis je m'en vais tranquillement. Et bien là, le juge qui jusque-là avait le droit d'aller regarder l'état des différentes filiales du groupe n'aura plus le droit. Il devra rester en effet en France. C'est absolument scandaleux. Ça veut dire tout simplement qu'on trouve que c'est très bien. On trouve que c'est très bien de faciliter ce genre de comportement qui est un comportement carnassier et de guerre de tous contre tous. Quant au modèle danois, moi j'ai écrit en 2006 avec un de mes camarades, Alain Lefebvre, un éloge du modèle danois. Mais le problème, c'est qu'en effet, alors on dit, il y a beaucoup de flexibilité au Danemark, c'est facile de licencier. Mais non, quand il y a 80% de taux de syndicalisation, c'est pas facile de licencier. Et moi, ce que je reproche à cette loi, c'est qu'elle repose sur un postulat qui est complètement faux. Elle nous dit, c'est parce qu'on ne peut pas licencier et c'est parce qu'on ne peut pas faire plus travailler les personnes qu'on a du chômage en France. Mais c'est faux. Mais vous pouvez vous séparer de vos employés, mais comme vous voulez. Il y a des tas de motifs. Il y a la rupture conventionnelle qui a absolument explosé. Vous vous séparez comme vous voulez des gens, mais il faut le faire dans les formes, il faut les payer. Et puis, les 35 heures, est-ce qu'elles gênent quelqu'un? Pas du tout, c'est la durée légale. Simplement, il faut payer des heures supplémentaires. Donc, si vous voulez bien payer des heures supplémentaires et prendre les formes pour vous séparer des gens, c'est très facile. Donc, c'est pas ça qui explique le chômage. Alain Deneau, historique ou pas? On se souvient, si on n'a pas la mémoire d'un poisson rouge, on se rend compte que très souvent, nous sont proposées des mesures qui sont censés générer le plein emploi ou faire reculer le chômage. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on nous présente comme ça une panacée. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est le débat qu'il y a eu ici entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Et ceux qui étaient partisans de la politique de la demande, c'est-à-dire encourager le pouvoir d'achat, se sont fait dire par des idéologues libéraux, c'est pas la peine, parce que si on amène les gens à consommer davantage, de toute façon, il n'y a qu'à regarder les étiquettes des produits qu'on consomme. Ils vont cette recrudescence de la consommation va stimuler l'emploi
en Inde, au Bangladesh, en Chine, en Jamaïque, dans des zones franches où on a contourné absolument toutes les lois du travail. Et cela est le résultat de la mondialisation. La mondialisation qu'on nous présente aujourd'hui comme finalement la manifestation d'une volonté des dieux, comme une objectivité à laquelle il faut faire face, comme une chose à laquelle on est confronté comme une loi de l'histoire. Alors que la mondialisation, c'est l'œuvre des idéologues libéraux. C'est leur grand chantier des années 80 et 90 qui était censé générer un déchaînement des puissances du capital avec la création de riches tellement fortunés que leur richesse finirait par percoler sur tout le monde. Je veux dire, on a été confronté à un discours comme ça sur des décennies qui était prometteur de l'Eldorado du point de vue de l'emploi. On nous resserre toujours les mêmes promesses, mais jamais les gens qui nous font ces promesses-là tiennent compte de leur bilan. Jamais on vient à l'étape où on se dit, le marasme dans lequel on est, qui est la compétition de tous contre tous, les États, les travailleurs, ainsi de suite, est notre œuvre. Et notre œuvre, et l'heure vient de l'assumer et d'assumer le fiasco dans lequel on est aujourd'hui. Isaac Gertz. Historique, pour une raison peut-être que les auteurs de cette réforme ne sont pas nécessairement ils ont cette intention, mais je pense au principe de la subsidiarité et que c'est peut-être une des premières fois où il y a une loi qui fondamentalement prend les acteurs dans les entreprises pour les être adultes et responsables. Il faut voir que la Marseillaise commence quand même par une phrase « Allons enfants de la patrie ». Et que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en France, on se comporte comme les enfants qui vont aller chercher le père, je ne dis pas à quelle adresse il habite, pour régler tous les problèmes. Et qu'il y a un symbole dans cette réforme, dans en tout cas certaines dispositions, que vous êtes grand, vous êtes adulte, vous connaissez mieux les conditions sur le terrain de votre entreprise que quiconque, et vous êtes capable, en discutant, dans une bonne attente, dans un climat de bienveillance, de trouver des solutions que vous convient à tous. Diana, Philippe Oui, Pava. elle est historique, elle est même contre-historique, je dirais, parce que, en quelque sorte, alors que les aspirations de la société vont vers plus d'autonomie, vers la volonté d'avoir plus de flexibilité, cette loi, elle rigidifie un cadre hérité du XXe siècle et de la seconde révolution industrielle qui lui convenait parfaitement mais qui ne convient plus au XXIe siècle, c'est-à-dire un cadre statutaire, un cadre de surveillance, alors qu'on est dans les nouvelles technologies, un cadre où l'employé n'est pas responsabilisé, où il n'a pas de liberté, et un cadre surtout où il n'a pas la formation à l'heure de l'accélération technologique qu'on est en train de vivre. Alors, pour des questions de politique, on va dire de querelle politicienne, on a fait une petite réformette, alors que la gauche n'a pas le droit de faire ça. La gauche ne peut pas faire une réformette sur le travail. C'est son sujet historique. Ça l'a toujours été et ça doit le rester. Et elle l'a fait. Donc elle a fait une réformette. Malheureusement, en assemblant des rapports qui sont publiés depuis 10 ans et qui sont passés à côté non seulement des travaux historiques, notamment du rapport d'Alain Supiot ou encore du dernier rapport Terrasse, qui parle sur 2/3 du rapport, ça parle du travail collaboratif et du statut du travailleur. C'est son sujet principal. Au lieu d'adresser ça, au lieu de s'adresser à ces questions-là, on a fait un petit rapport finalement relativement technique. Et donc moi, les deux autres raisons pour lesquelles je trouve qu'elle est historique et contre-historique, la première, c'est qu'elle est contracyclique. En général, si on veut affaiblir, on va dire, le pouvoir de négociation des travailleurs, on le fait dans des situations de plein emploi. Parce qu'effectivement, ils ont, pour des raisons économiques, pour des raisons de plein emploi, la possibilité de refuser les conditions proposées par l'employeur. Aujourd'hui, on est exactement dans la situation inverse. On a 10% de chômage. Donc on peut bien se dire que la négociation va avoir lieu au niveau de l'entreprise. C'est très bien. Moi, je suis pour ce principe, bien sûr. Plus de flexibilité. Mais quand on a une flexibilité, si vous voulez, dans une situation où on n'a pas le choix, on sait très bien quelle est la partie qui va gagner. C'est celle qui est dans un rapport de pouvoir. Et donc aujourd'hui, celui qui est dans le rapport du pouvoir, c'est l'employé. Allez parler au patron, ils reçoivent 150 CV, ils savent très bien qu'ils ont le choix. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je trouve que c'est vraiment contre-historique, c'est qu'elle ne va pas être efficace, cette loi. Elle repose sur un ensemble de postulats économiques, qu'on va revenir à la croissance, que le plein emploi, en fait, c'est la vertu
de notre système économique et elle passe à côté de la principale raison pour laquelle aujourd'hui on a une destruction d'emplois, c'est l'automatisation et la robotisation. Tous les rapports le disent, tous les économistes, je ne parle pas d'économistes hétérodoxes, le montrent. À horizon 2020, 47% de nos emplois risquent d'être automatisés. Donc, Détruit. Ou détruits ou automatisés. Et tous les emplois qui sont aujourd'hui créés, ce sont des emplois de ce qu'on appelle la gig economy, le travail à la demande. Plus d'1 million d'emplois créés aux États-Unis dans cette économie-là. Ce sont des petits emplois qui sont par nature précaires, instables et sur lesquels, de toute façon, l'employeur n'irait jamais recruter un CDI. Et donc, on laisse complètement de côté ces nouveaux risques et ces nouvelles opportunités qui sont créées par le travail hors salariat. Et donc, du coup, cette loi, elle passe à côté de la plaque, complètement. J'ai l'impression que Philippe Aguillon, je vous donne la parole tout de suite, Christine Cardellan, mais Philippe Aguillon et Dania Filippova, j'ai l'impression que vous partez... Non, attendez, sans prendre là, mais j'ai l'impression que vous partez de la même constatation. On est dans une économie de l'innovation qui n'a plus rien à voir avant, mais vous en tirez des conclusions adverses. Je n'arrive pas bien à comprendre comment, partant de la même... Je voulais répondre, mais je vais revenir... Non, oui. Juste ça. C'est ça. Et après, je donne la parole à Christine Cardellan. Sur l'innovation, c'est deux choses différentes. Je crois que c'est la loi Noé d'Emmanuel Macron qui devait revenir sur ces thèmes-là. Mais si je reviens sur la loi El Khomri, je crois que, comment dire, c'est une loi historique, effectivement, mais parce que le gouvernement est revenu à un principe de réalité. C'est-à-dire qu'en début de quinquennat, il avait tendance à penser que le politique pouvait se faire obéir de l'économie. La loi Allure, par exemple, c'était plein de bons sentiments, j'allais dire, mais ça a complètement bloqué le BTP. La loi sur l'emploi à domicile, on enlevait le forfait pour les particuliers qui ont une nounou ou une femme de ménage. Ça a supprimé 40 000 emplois à domicile. Sur l'apprentissage, on disait qu'il faut faire davantage d'apprentissage, sauf qu'ils ont enlevé quelques aides. Et donc, évidemment, l'apprentissage, au contraire, est tombé. Et là, cette fois-ci, on a le sentiment quand même que le gouvernement a compris que l'économie ne pouvait pas être gouvernée par le politique. Qu'il fallait obéir aux lois économiques. Qu'il fallait obéir au fait que si les chefs d'entreprise ont peur d'embaucher, il faut faire quelque chose pour qu'ils aient moins peur, sinon ils n'embaucheront jamais. Cela dit, je ne défendrai pas certains points de cette loi que vous soulignez tout à l'heure, Madame Méda, c'est-à-dire la mesure par rapport au prud'homme, c'est-à-dire le plafonnement des indemnités au prud'homme, et je ne défendrai pas non plus les critères de licenciement qui sont effectivement assez discutables par rapport aux filiales des entreprises. Cela dit, dans cette loi, il y a quand même beaucoup de choses, comme je disais, qui reviennent au principe de réalité. Plus de souplesse dans les entreprises, c'est indispensable si on veut que le chef d'entreprise embauche. Alors Philippe Aguillon. Je voulais répondre, parce que Dominique avait l'air de dire, finalement, on est dans une situation, c'est très très bien. Quand même, il y a 90% des embauches qui sont en CDD. Les jeunes et les non qualifiés restent en CDD très longtemps. Et une des raisons, c'est qu'il y a une énorme incertitude sur ce que les juges vont dire. Vous parliez des juges, mais il y a une énorme variance et incertitude et imprédictabilité sur ce que les juges vont dire. Et vous parliez tout à l'heure également, vous disiez, voilà, il suffirait de faire de la relance, etc. Mais vous savez, regardez, on a des taux d'intérêt très bas, on a un prix du pétrole très bas, et on a un euro bas. Normalement, tout est là pour que ça reparte. Dans les autres pays, ça repart. Et la France est seulement parmi 4 pays en Europe où le chômage n'est pas réduit. Le chômage se réduit partout ailleurs. En Italie, Renzi fait des réformes audacieuses du marché du travail. Partout ailleurs, il n'y a que chez nous que le chômage ne baisse pas. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Alors, moi, je crois dans les politiques macroéconomiques, Dominique. Mais il y a des études, et moi, je travaille là-dessus en ce moment avec Emmanuel Fary et d'autres, où on montre qu'il y a complémentarité entre réformes structurelles et politique macroéconomique contracyclique. Je ne suis pas contre des politiques macroéconomiques où en récession, on relance la machine, on fait du quantitative easing. Mais je suis très sur la position de Draghi. Draghi, moi, je peux faire une moitié du chemin avec mon quantitative easing et avec ma politique monétaire souple. Mais l'autre moitié, c'est les réformes structurelles. Opposer l'un à l'autre est une erreur. C'est complémentaire. Les réformes structurelles aident à amplifier l'effet des politiques macroéconomiques contracycliques. C'est là que nous sommes en désaccord. Christine Cardellan. Pour compléter ce que dit M. Aguillon, effectivement, il faut se poser une question. Aux États-Unis, on a 5% de taux de chômage. Oui. En Angleterre, on a 4,7%. En Allemagne, 4,5%, 4,7%. En France, on a 10%. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'en France, le taux de chômage des jeunes n'a pas baissé en dessous de 15% et le taux de chômage global n'a pas baissé en dessous de 7%. C'est vraiment unique au monde. Et qu'est-ce qu'on a d'unique au monde par ailleurs? Effectivement, un code du travail, des CDI, etc., ultra rigides et une protection de ceux qui sont à l'intérieur au détriment de ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise.
Alors, le Code du travail, est-ce que c'est une spécificité française? Non. D'accord, notre Code du travail est épais, il est complexe, il y a beaucoup de pages, comme le Code de l'urbanisme, comme le Code de commerce, pas pire qu'ailleurs. Maintenant, le taux de chômage et les merveilleux exemples qui nous entourent. Donc, nous, on a une passion pour les modèles, pour les autres, on regarde toujours ce que font les autres. Donc, on a une passion pour le modèle néerlandais, puis le modèle irlandais, puis le modèle danois, puis le modèle allemand, puis maintenant le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Il faut quand même toujours regarder ce qu'il y a à côté, derrière le taux de chômage. Il faut regarder par exemple le taux de pauvreté. Vous savez que la pauvreté a explosé au Royaume-Uni et en Allemagne. Et pas en Suède. Il faut regarder... oui, mais ça a moins baissé en Suède. Mais attendez, il faut me laisser quand même. Il faut me laisser quand même tenir mon petit raisonnement. D'accord. Donc, pour l'instant, non mais voilà, vous avez parlé du Royaume-Uni, de l'Allemagne. Donc, explosion du taux de pauvreté, de la précarité. Et il faut jamais oublier que le taux d'emploi, il mélange différentes choses. Il mélange des bons emplois et puis il mélange des emplois dégoûtants de quelques heures dans lesquels on n'arrive pas à gagner sa vie. C'est ce qui s'est passé par exemple en Allemagne. Quand vous regardez en Allemagne, 27% des emplois sont des emplois à temps partiel très courts, où les gens ne gagnent pas leur vie, qui sont dans les services, et qui les supportent, ces emplois, qui les occupent? Les femmes, évidemment. Donc on a un type de partage du travail en Allemagne qui s'est fait sur le dos des femmes, et je trouve que le partage que l'on a, nous, en France, alors je ne suis pas du tout pour dire que notre taux de chômage est supportable, hein, mais on a un type de partage du travail qui est différent. Quand aux États-Unis avait voulu l'article du président de l'Institut Gallup, il y a quelques mois, qui nous dit taux de chômage des États-Unis, à l'époque c'était 5%, le grand mensonge. Le grand mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie de la population de chômeurs découragés qui est partie, tout simplement. Alors, ils sont plus comptés. Et par ailleurs, ce président de l'Institut Gallup nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi? C'est un emploi d'environ 30 heures qui est payé assez convenablement. Et, dit-il, il n'y a plus que 44% de la population américaine, de la population en âge de travailler, qui a accès à ce rêve. Eh bien, c'est terrible. Donc, faisons attention à ne pas penser que le taux de chômage dit des choses globales, intéressantes, générales sur nos pays. Il faut regarder plusieurs indicateurs en même temps. Maintenant, ayant dit ça, je ne dis pas que notre situation est agréable. Je dis simplement que ça n'est pas le Code du travail qui produit cet énorme taux de chômage que nous avons. Alors, symboliquement, je vous interromps parce que symboliquement, au moment même où on a commencé à discuter de cette réforme du Code du travail, est passée sur Arte, a été diffusée sur Arte, une série intitulée Trépalium, une série qui imagine dans un futur proche un mur, il y aura un tel taux de chômage qu'il faudra élever un mur de séparation entre les actifs et les chômeurs. Regardez la bande-annonce de Trépalium.